Bonjour, nous sommes le 10 mai. Il est presque 18 heures et alors vous voyez, nous avons un invité. J'ai un visiteur aujourd'hui qui est un nouveau collaborateur, donc je vais en profiter pour vous le présenter en deux mots. C'est le docteur Yoni Assouli. Bonjour. Qui nous vient du sud, alors très au sud. Hein. Après lui, c'est la mer, ou plus exactement après lui, ce sont les Calanques, comme j'ai l'habitude de lui dire. Et donc, c'est un Marseillais, d'adoption, je pense, mais Marseillais quand même. Il était encore à Marseille ce matin, je ne vous dis pas le lever précoce qu'il a eu. Et donc, je lui ai proposé de faire cette capsule, puisque, bon, vidéo, hein, c'est français, nous on dit capsule en Belgique, vous avez bien compris ça. Il comprend un peu le belge aussi. Et donc, nous vous shootons cette vidéo devant un paysage quand même assez emblématique. Il fait très beau, très chaud, très beau, subitement, c'est la fin de l'hiver. Et donc, je lui avais donné la possibilité de choisir le sujet, ce qu'il a fait. Et alors voilà, il va vous dire le sujet qu'il a choisi. C'est un peu l'occasion de vous le présenter, mais on veut aussi faire utile et couvrir un topo important en médecine fonctionnelle qui est Yoni? Les bilans. Les bilans notamment fonctionnels. Parce que bon, déjà, bonjour à tous. Merci Georges de m'accueillir. C'est un honneur pour moi. Avec plaisir. Ouais. Ça a été une rencontre bien sympathique. On a passé tout l'après-midi. C'est vrai. Donc voilà, je voulais vraiment savoir et faire connaître aux patients ce qu'on devrait vraiment demander comme bilan fonctionnel. Et bien sûr, en limitant le budget, parce qu'on sait que ça a un certain coût et c'est pas encore accessible à tout le monde. Donc c'était vraiment le sujet du jour. Donc pour ça, je vais t'interroger et on va essayer d'explorer ensemble toutes les analyses qu'il faudrait demander pour avoir déjà un bon bilan de base. Très bien. On s'est fait des petits pense-bêtes, ok. Bon voilà, ça c'est le document que moi j'utilise. Celui-ci est totalement vierge, hein, il n'y a aucune croix. Mais bon voilà, ça c'est une espèce de répertoire d'analyse et évidemment, il n'est pas question de tout demander. Donc on va essayer de trouver une logique à ça. Exactement, il faut demander bien sûr un bilan, on va dire, un petit peu standard, faut pas oublier la médecine, on va dire, générale, et puis un bilan un peu plus spécialisé. Un petit peu comme ça. Oui, ben, c'est un peu le danger en médecine fonctionnelle si on n'a pas pour un patient qui, évidemment, le patient peut venir avec ses tests. Le patient pourrait avoir un bilan plus standard, plus médecine allopathique classique. Et alors, s'il vient avec ça en main, relativement récent, qui date de quelques semaines, à la rigueur quelques mois, bon, là, on a une base. Si on n'a pas ça, on peut avoir affaire à des gens qui n'ont pas eu de prise de sang depuis des années. Bon, il faut se méfier. Hein. Attention, attention, c'est bien beau de donner des conseils aux gens, d'hygiène de vie, de bien manger, de trouver un déficit en sélénium, en iode et en vitamine D, de corriger tout ça, et puis de passer à côté d'une vraie pathologie débutante. Ce sont des cas où, à la limite, il n'y aura pas de plainte, de manifestation clinique d'une souffrance hépatique. Vous voyez, il y a des foie gras, des hépatostéatites, non, des stéatohépatites. Le problème, c'est qu'en anglais, c'est à l'envers. Enfin, bref. Des stéatohépatites, oui, ça commence mal. C'était du Marseillais. Sans doute. Mais, enfin, il m'a déjà une très mauvaise influence. Là, il est là depuis, ça fait bien 4 heures qu'il est là. Oui, ça commence déjà à un peu tourner mal. Donc, il n'y a pas de traduction clinique d'un foie gras. C'est plus facile à dire. Et donc, vous allez passer à côté de ça, c'est dramatique parce que c'est une maladie potentiellement mortelle dans une évolution évidemment de longue durée. Donc, vous ne pouvez pas donner une espèce de recette de bien-être aux gens et passer à côté d'une pathologie médicale lourde. C'est un travail médical ici dont nous parlons. Hein. Nous sommes médecins fonctionnels tous les deux. Il n'est pas question de louper ce genre de truc-là. Alors, un autre exemple de choses facilement silencieuses jusqu'à des états déjà graves et des pathologies avancées, ce sont les insuffisances rénales.
Donc voilà, un bilan classique de votre médecin traitant, chez qui vous allez dire, oh, je suis pas trop bien, est-ce que vous ne pouvez pas me faire un peu le point? Ça va être testé. Bon, si ça a été testé et que les gens amènent, bon voilà, c'est fait, c'est normal, ok, ce sont deux portes qu'on ferme. Et si c'est pas normal, ben peut-être que ça a déjà été pris en charge sous un mode allopathique. Mais si on a affaire à des gens qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas fait de bilan depuis des années, on est obligé d'avoir un noyau d'analyse classique. Bon, qu'est-ce qu'on va citer? Donc, le foie, les reins, on va pas donner chaque analyse. Hein, c'est assez évident pour demander à vos médecins. La numération, donc ça, toutes les cellules sanguines, hein, selon le pays, on appelle ça différemment. Donc, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, bon, tout ça. La glycémie. Voilà. Alors, les marqueurs métaboliques, bon, là, on est à la fois, si vous voulez, dans la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, parce que ça, c'est fondamental pour nous, mais ça fait aussi partie du bilan classique. Hein. Donc, il y a les marqueurs lipidiques, donc triglycérides et les différents types de cholestérol. Il y a les marqueurs glucidiques, enfin, les triglycérides, c'est plutôt un marqueur des glucides, mais bref, ce sont des lipides en tant que tels. Donc le bilan glucidique, mais ça je vous renvoie vers mes 17 vidéos qui parlent de l'HbA1c. Donc il y a le fameux taux d'HbA1c et il y a l'insuline à jeun, la glycémie à jeun. C'est pas le HOMA. Le HOMA, bon, ouais, c'est l'insuline à jeun et la glycémie à jeun pour les simplets. Donc on peut très bien se contenter d'insuline à jeun, glycémie à jeun. HbA1c, je vous renvoie vers mes capsules qui ont trait à ce sujet-là. Des marqueurs inflammatoires. Alors, en médecine fonctionnelle, on préfère la C-réactive protéine, hein, CRP, protéine C-réactive si vous voulez, mais on utilise souvent l'acronyme anglais, ultrasensible. C'est une petite différence. Donc nous, on va plus, tu es d'accord avec ça, on va plus demander l'ultrasensible. CRP, c'est à la phase aiguë, c'est pour tout ça. Oui, bon, CRP, ça va passer à côté d'une petite inflammation digestive à bas bruit ou d'un petit foyer infectieux. Donc en médecine fonctionnelle, on va demander US, Ultra Sensitive CRP, ou HS, hautement sensible, bon, selon les acronymes que vous voulez. La ferritine, qui est aussi un marqueur de l'inflammation. Alors oui, bon, mais là, on est aussi dans des trucs qu'on teste souvent en médecine générale. Donc le fer, mais là, je vous renvoie à ma vidéo sur le fer. Donc, il faut absolument les trois, hein. Fer, ferritine et saturation de la transférine, parce que sinon, coefficient de saturation de la transférine, sinon on ne sait pas vraiment apprécier l'indication ou pas de supplémenter du fer, parce que la supplémentation du fer, elle doit vraiment être bien posée, hein, parce que le fer étant pro-oxydant, il n'est pas question d'aller donner du fer à tous ceux qui soit ont un fer bas, oui, mais fer bas et le reste. Hein. On ne peut pas donner du fer aux gens qui ont un fer bas et une ferritine haute, et on ne peut pas donner du fer aux gens qui ont une ferritine un peu basse. Bon, si elle est méga effondrée, oui, mais si la ferritine est basse, trop basse, mais que la saturation de la transférine est bonne, eh bien, ce n'est pas une bonne idée de donner du fer. Il faut surveiller, mais il ne faut pas donner du fer trop vite. Donc voilà, ça fait un trio d'analyse. Alors, je regarde un peu. Oui, donc, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a nos penses bêtes. La vitamine D, c'est quand même quelque chose qu'on... Oui, alors là aussi, on a le bloc. Ça, on trouve souvent dans les bilans classiques, c'est vitamine D, magnésium, calcium. Ouais. Mais là, on peut peut-être déjà un peu affiner en médecine fonctionnelle. Moi, j'aime bien demander le calcium ionisé, qui est un reflet du calcium intracellulaire, tout comme on aime bien faire le magnésium érythrocytaire, parce que le magnésium sérique, franchement, bof, ouais. C'est pas très... le magnésium, ça doit être érythrocytaire. Et donc, je vous rappelle, quand vous pensez au tube qu'il faut prélever, un magnésium érythrocytaire, c'est sur du non coagulé, hein. Donc il faut un anticoagulant dans le tube, donc c'est les tubes couleur, les capuchons couleur lavande ou violet.
parce que pour avoir les globules rouges, il faut pouvoir éviter la coagulation du sang dans le tube. La TSH, la T3. Oui, bon, alors là, on arrive à la frontière, on est plus dans on est même plus dans le nutritionnel, on est déjà dans le fonctionnel. Tout le bloc thyroïdien, évidemment, c'est la base. Hein. Faire un bilan de médecine fonctionnelle sans les hormones, c'est toute la différence entre la médecine nutritionnelle et la médecine fonctionnelle. Hein. Fonctionnelle, c'est nutritionnel plus les hormones de base, sans obsession hormonale, mais avec quand même toujours thyroïde surrénale. Hein. Bon, là, j'ai tellement de capsules sur la thyroïde et les surrénales, je vais peut-être renvoyer à ça pour voir les analyses. Moi, je trouve que, surtout que c'est quand même... Est-ce que c'est remboursé, Sécu, les anticorps antithyroïdiens? Oui. Bon, voilà, si ça peut être quand même remboursé, les anticorps antithyroïdiens, vous savez, je dis pas à tout le monde, mais s'il y a des plaintes qui pourraient se référer à la sphère thyroïdienne, bon, moi je trouve qu'il faut au moins demander anti-TPO, anti-thyroglobuline. Alors, dans mes vidéos spécialisées, je parle aussi d'autres types d'anticorps, notamment les anticorps anti-récepteurs à la TSH, le TRAB, hein, qui sont intéressants pour détecter certaines thyroïdites auto-immunes qui ne se traduisent pas par les autres anticorps. Et éventuellement, sur des cas complexes, il y a des anticorps aussi stimulants, donc la Thyroid Stimulating Immunoglobulin, la TSI. Et ici, je viens d'avoir un cas que j'ai préparé le rapport hier, avec une hyperthyroïdie chez quelqu'un qui a une thyroïdite auto-immune avec un traitement thyroïdien moyen, modéré, rien de bien impressionnant, et subitement ici une hyperthyroïdie flagrante. Bon, d'où est-ce que ça sort? Évidemment, je n'ai pas vu venir ça. Je n'ai pas demandé les TSI ni les TRAB, qui tous les deux peuvent traduire des anticorps stimulants. Et alors, c'est une personne qui a fait son booster Covid il n'y a pas très longtemps, qui a énormément d'anticorps anti-Covid, d'IgG. Je pense que ça pourrait faire partie de plusieurs cas que j'ai vécu avec mes patients d'hyperthyroïdie auto-immune post-Covid ou post-vaccin anti-Covid, les deux. Ah, vous avez vu passer Turtle en arrière-plan. Ah, vous voyez, c'était pas prévu. Goliath est au pied de Yoni, qui apparemment veut repartir avec Goliath. Il a dit que bon, voilà, et Goliath se met plutôt de son côté que du mien, donc je constate que j'aurai bientôt plus de chien. Vous verrez Goliath brièvement à la fin, ou alors vous irez lui rendre visite à Marseille, puisqu'il a décidé de visiter la Canebière. Sans bière évidemment, mais ça ce sera pour la dernière minute. Donc voilà, les anticorps thyroïdiens, la T3 reverse, bon ça c'est plus de la médecine fonctionnelle, là on est plus dans le, hein, mais les médecins fonctionnels qui travaillent avec des laboratoires fonctionnels vont vous prescrire la T3 reverse. C'est quand même intéressant, c'est un très bon marqueur de stress. Et ça coûte, en tout cas, moi, dans le laboratoire que j'utilise, ça coûte 8 €. C'est pas ruineux, c'est pas remboursé, mais c'est 8 € qui peuvent vous en dire très long, parce qu'à la limite, bam, vous avez l'analyse de choix qui vous donne un marqueur de stress. Très bien. Ça, je crois que pour le bloc thyroïdien, c'est déjà pas mal. Bon, alors on peut raffiner, on peut demander la prolactine pour un certain nombre d'indications, mais... La PSA pour les hommes. Alors, oui, donc... peut-être une transition vers les hormones plus sexuelles, et alors connexe pour les hommes le PSA. Moi je demande toujours pregnénone, DHEA, testostérone, toujours tous les trois dans les deux sexes. Et puis quand le budget le permet, mais parfois c'est remboursé Sécu,
œstradiol, pregnénolone, enfin CQ, Inami, hein, parce que je parle comme c'est à cause de ce français-là, je suis là CQ, mais bon, et quoi, l'Inami belge, et puis le CNS luxembourgeois, et en Suisse, vous avez aussi des bons remboursements. Éventuellement, alors, si on peut se le permettre, et surtout si c'est pris en charge, c'est quand même très intéressant d'avoir l'œstradiol et la progestérone dans les deux sexes, pour les hommes aussi. Hein. Bon, j'aime beaucoup avoir ces hormones soi-disant féminines chez les hommes, parce qu'en réalité, elles ont beaucoup elles apportent beaucoup d'informations. Tout à fait. Bon, c'est le moment de penser aux surrénales. Pour les surrénales, on en discutait tout à l'heure, hein, on aime bien les 17 hydroxystéroïdes, voire les 17 cétostéroïdes urinaires, qui donnent des informations sur 24 heures, plutôt qu'un instantané, d'un cliché instantané de quand on a fait la prise de sang, hein, qui est un instant T. Alors bon, je me dérègle un peu parce que je voulais vous montrer le paysage, mais je ne maîtrise pas bien mon bouton. Et donc, ça implique vraiment les urines de 24 heures. Alors, ça me fait penser que dans les urines de 24 heures, on va aimer tester un certain nombre de minéraux et surtout deux choses qu'on a beaucoup de mal à tester dans le sang, où les renseignements dans le sang ne sont pas trop intéressants, c'est l'iode et le sodium. Tout à fait. Hein? Parce que l'iode dans le sang, il y en a trop peu, pas très fiable. Sur l'urine, c'est le milieu de choix, urine de 24 heures. Et le sodium, on refait bien sûr des fonctionnements surrénales. Oui, et donc le sodium, très important pour les surrénales. Et puis pour savoir si vous mangez trop de sel ou trop peu, hein, je vous renvoie à la capsule sur le sel. La courbe en U. La fameuse courbe en U. Yon y connaît bien ses classiques. Il connaît ses classiques et il dénonce les mythes qui ont besoin d'être dénoncés, comme vous savez. Et donc, effectivement, pour ça, les urines de 24 heures, c'est très précieux. Ce ne sont pas des tests coûteux, iode, sodium, dans les urines de 24 heures. Et puis, bon, moi, je demande souvent calcium, magnésium, parce qu'on a une dynamique entre les taux intracellulaires et les taux urinaires. Il y a une dynamique. On voit ce qu'on parvient à faire pénétrer dans les cellules et on voit ce qu'on perd dans les urines. Donc, pour les urines, qu'est-ce qu'on a oublié nos petits pense-bêtes. Bon, alors, il y a des choses... Ah oui, pour la mélatonine, il y a les 6-sulfato... Je savais pourtant ça. 6-SLMT, 6-SMLT, donc sulfatoxy mélatonine. Enfin, c'est le métabolite urinaire de la mélatonine. J'utilise toujours l'acronyme, enfin, je coche la case, je ne sais même plus ce que je coche. Très intéressant pour dépister un manque global de mélatonine. Alors bon, on peut évidemment faire aussi des tests salivaires, étagés. Oui. Hein, tu fais ça, toi? Non, pas pour la mélatonine. Ouais. Ouais. Tu aimes bien les tests salivaires? Pour la pregnénolone, la DHEA. Ouais. Bon, on a eu une discussion là-dessus cet après-midi, parce qu'on a travaillé quand même. Hein. On a un peu promené Goliath, mais on a travaillé. Goliath, c'est quoi ce truc? Il se mordit la patte. Fais-le arrêter. Et donc, bon voilà, ça peut se faire en salivaire. Moi, je le fais dans le sang. Toi, tu le fais dans la salive. Ouais. Tu es content de... Oui. Ouais, apparemment, c'est un bon reflet. Donc, c'est plus simple pour le patient aussi. Donc, tu ne fais... Oui, mais tu as une prise de sang... Oui. Peut-être plus classique et puis des compléments. Ben oui. Bon, alors c'est vrai qu'ici on est en train d'allonger la liste. Bon, les centaines d'euros défilent, hein, soyons bien conscients. Maintenant, il y a une partie de ça qui peut être faite en médecine conventionnelle avec intervention de remboursement. Bon, maintenant, vous savez, les remboursements s'adressent quand même plutôt à de la pathologie et pas tellement à de la prévention. Alors, dans quelle mesure est-ce que la pathologie et la prévention se distinguent? Souvent, ça se recoupe. Il y a souvent quand même des plaintes qui annoncent des pathologies à venir. Et donc, on n'est même plus dans la prévention, on est plutôt dans les interventions précoces.
Bon, tout ça est à voir un peu au cas par cas. Mais effectivement, si vous devez tout financer, avec ce qu'on a dit, on est déjà dans plusieurs centaines d'euros. Alors, ce que j'aime bien aussi d'ajouter dans un bon bilan, mais alors là, vous êtes dans des coûts plus élevés, c'est dans les vitamines B. Hein. Alors, B9, B12, c'est basique, c'est souvent demandé en médecine classique, donc ça, c'est vraiment essentiel, B9, B12. Alors, la B9, érythrocytaire, pareil que pour le magnésium. Hein. Alors, la supplémentation, c'est le folate, hein, c'est pas l'acide folique, hein, de grâce. L'acide folique, qu'est-ce que c'est que ça pour une horreur? Donc, folate... B9 érythrocytaire. Et alors pour la B12, ça on est vraiment dans la médecine fonctionnelle. Moi j'aime bien la holotranscobalamine qui est la fraction active de la vitamine B12. Bon, ça me paraît un petit plus par rapport à la B12 classique, mais je crois que les gros déficits de B12 vont se voir dans les deux. Il peut y avoir des B12 totales qui font illusion, et en fait, la holotranscobalamine qui est suboptimale, qui donc mériterait quand même une petite supplémentation. Donc, après, on peut rajouter en médecine fonctionnelle. Moi, j'aime bien la B2 et la B6. Alors oui, donc dans les B, alors moi j'aime beaucoup la B1, mais bon voilà, c'est cher hein, de donner toutes les, alors je vois plus quoi, voilà, tester toutes les B, bon les coûts s'accumulent, hein, mais B1, B2, B6. Et évidemment B3 qui est un carrefour métabolique infernal. Alors un gros déficit en B3, c'est vrai que ce serait dommage de le louper. La B1, j'adore quand les gens consomment trop de féculents, trop de sucre, il manque de B1. Et alors là, je leur tape sur les doigts, je leur dis bon, c'est votre goûter sucré à 16 heures évidemment qui vous détruit vos réserves de B1. Et la B1, c'est très important. J'aime bien supplémenter parfois de la B1 lipophile, la benphotiamine, et non pas la thiamine, qui est la B1 classique. La benphotiamine, qui est une molécule naturelle. Dans benphotiamine, il n'y a pas de H après le T, alors que dans la thiamine, il y en a un, attention. Yoni, tu savais ça? Non. Bon, il fallait bien que je le prenne un peu sur quelque chose, parce qu'il est quand même difficile à coller. Hein. Bon, donc B1, B2, B3, B6, oui. Alors bon, on peut choisir, hein, s'il y a du syndrome prémenstruel, il faut faire la B6. Parce que ça, c'est typique. On va tomber sur des déficits qu'il faut pouvoir corriger. Donc, il faut parfois un peu orienter. Mais donc on a cité B1, B2, B3, B6, B9, B12, hein, dans le meilleur des cas. Tout à fait. Bon, ben, ça va, on avance bien. Les marqueurs du gluten. Alors là, moi, c'est mon obsession. Je fais l'IGA antigliadine, si possible IgG antigliadine, parce qu'il faut faire des IGA totales, vu qu'il y a des gens qui n'ont pas d'IGA ou peu d'IGA. Alors, tous les marqueurs IGA sont foireux. Les tests très classiques, c'est l'IGA antitransglutaminase tissulaire, voire l'IGA anti-endomysium, qui sont souvent négatifs. L'IGA antigliadine est très très bonne pour le non-celiac gluten sensitivity, NCGS, où donc on a tous ces gens qui ont une hypersensibilité au gluten sans être cœliaque. Donc là, vous allez avoir non pas nécessairement des sérologies cœliaques positives, mais des cas, toutes les nuances de gris, si vous voulez. Hein, donc les 50 nuances de gris, 50 shades of grey, enfin bon, c'est autre chose. Mais ça vous donne ce continuum entre la normalité et la maladie cœliaque. Eh bien, entre les deux, c'est un continuum. Et puis alors, les deux grands marqueurs de perméabilité intestinale, la zonuline, qu'on peut aussi éventuellement faire sur les selles, mais bon, ici, on peut la faire dans le sang. Et moi, je suis très, très acharné sur le LPS binding globulin, qui est pour moi un très bon marqueur de leaky gut. Mieux que la zonuline, je trouve. Oui, mieux que la zonuline aussi, je trouve. Oui. LPS BP, LBP, lipopolysaccharide binding protein. Très, très utile. Et bon, avec un marqueur, vous avez une notion de leaky gut très, très précieuse. Ensuite, le gold standard, le profil des acides gras. Ah oui, bon, on allait oublier. Alors là, on est foutu, oui. Profil des acides gras, bon, ça coûte une 50aine d'euros. Moi, je ne peux pas imaginer...
Sans ça, je suis mal pris. Et alors, j'aime bien aussi un petit ApoE. Hein. Un petit génotype ApoE, même si on n'en fait aucun autre. J'aime bien mon petit génotype ApoE. Alors, un peu de marqueurs auto-immuns. Bon, mais là, peut-être si on a des signes d'appel, hein, pas nécessairement chez tout le monde. Anticorps antinucléaires. On a parlé des anticorps antithyroïdiens. Moi, je fais aussi des anticorps anti-GAD, glutamique acide décarboxylase, hein, anticorps anti-GAD. Je trouve que c'est quand même intéressant, les anticorps anti-GAD. Bon, mais tout est intéressant, hein. Il faut vous arrêter bien avant tout ceci si vous avez un budget limité. Puis alors, ah oui, la vitamine K, on a oublié, que c'est assez quand même intéressante à doser. Et puis alors, le bloc des antioxydants. Ouais, hein. C'est important. Bon, là, des caroténoïdes. Zinc, sélénium, je le fais toujours, chez tout le monde, tout le temps. Il y a énormément de déficits. Les vitamines liposolubles, K, on vient de la citer, la A, la E. Les caroténoïdes qui sont proches, qui sont liposolubles aussi. Mais bon, c'est déjà un peu un luxe, mais bon, il y a beaucoup de déficits en lycopène. Le coenzyme Q10, je trouve quand même pour les gens actifs ou fatigués. Pour les mitochondries, c'est important. Hein, et le glutathion. Voilà. Après, en fonction des symptômes, hein, toujours. Ben oui, comment? Le DMI. Pour le microbiote. Oui, donc ce que moi j'appelle kit mou, les métabolites organiques urinaires, oui, le mou. Mais bon, en général, je ne le fais pas d'entrée de jeu parce que j'apporte tellement de corrections alimentaires et des traitements au niveau intestinal, la berbérine, etc., que bon, en général, je le fais dans un deuxième temps parce qu'on a déjà pas mal progressé et on refait le point. On est en train d'oublier quelque chose, c'est les marqueurs de stress oxydant. Et en particulier, je fais parfois la myéloperoxydase, mais en général, d'entrée de jeu, je fais les anticorps anti-LDL oxydés. Parce que l'oxydation, c'est les anticorps anti-LDL que je mets en préférence. On a parlé de l'inflammation avec la CRP ultrasensible et la glycation avec l'HB1C. C'est les trois grands fléaux des temps modernes. OK. Bon, tu as vu, hein, le temps passe très vite. Je lui avais bien dit, j'avais prévenu. Alors, on a un Goliath tout flaflute là, tout fatigué par sa promenade. Alors, je vais le chercher. Oh là, le petit Goliath. Oh, regardez le petit Goliath. Voilà, vous avez fini sur Goliath. On finit sur cette extraordinaire poussée printanière. Et alors, non moins printanier, ben voilà, le docteur Assouli, dont vous avez fait la connaissance. Bye bye, c'est fini. Au revoir.